Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Ça va Jean-Mi? Je suis très angoissée à l'idée de rencontrer celui dont on ne devait pas prononcer le nom. Voldemort? Non, Fogiel. Et avec Jean-Mi ce soir, Marc-Olivier Fogiel. Salut Marco. Salut Thierry. Alors Ardisson qui reçoit Fogiel, c'est pas une émission de télé, c'est Yalta. Hein. Ah oui, il y a un truc comme ça, ouais. C'est historique. En tout cas, je suis très heureux que vous soyez là, Marco. Ah, moi, je suis super content d'être là, et puis avec mon camarade Matt en plus, donc voilà. Et puis mademoiselle. Donc, Mademoiselle Victoria Modesta. Victoria Modesta, bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes née en Lettonie, vous êtes mannequin, chanteuse, performeuse, et vous êtes devenue célèbre depuis qu'à l'âge de 20 ans, après 15 opérations pour soigner votre jambe atrophiée, vous avez décidé de la faire amputer et de la remplacer par des prothèses créatives, très créatives. Extraordinaire. Beauté totale. Vous savez que maintenant, Lady Gaga a l'air terriblement normale à côté de vous. Vous serez ce soir notre terrienne du samedi 20h. Et M. Pokora. Ça va? Ça va, très bien. On s'est pas vu souvent dans cette émission. C'est vrai. Vous êtes tatoué partout comme ça. Hein? Ouais, presque, ouais. Ah ouais. Et c'est vrai que vous avez fait tatouer Pokora sur votre bras? Ça, c'était avant que je le choisisse comme nom de scène. C'était mon premier tatouage. D'accord, d'accord. Se faire tatouer son nom sur le bras, c'est un peu comme se demander des autographes à soi-même. Non, justement, c'est pour ça que je précise que je l'ai tatoué avant de le choisir comme nom de scène. moi, j'ai tatoué Ardisson sur mon, sur mon bras gauche. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons Gérard Filoche et Jean Quatremer pour notre débat Syriza, le grand soir ou le grand flop. Je crois que Gaspard a 2 mots à nous dire. Voilà Gaspard. Je voulais pas déranger, hein, je viens juste un peu au début voir qu'est-ce que je pourrais dire de... C'est sympa. de dégueulasse tout à l'heure. Alors, bon, Fogiel, ah oui, bah, c'est évidemment, maintenant, tout ça, là. J'ai vu le divan, super, hein, vraiment extraordinaire. Hein. C'est vachement bien. Ouais, mais... Bon, apparemment, le prochain client, donc c'est vous, hein, c'est vous qui est... Alors, vous avez déjà fait Lucchini, en une séance, vous l'avez guéri, putain. Il avait 39 ans derrière lui. Ah, ben c'est là où on voit que votre spécialité, c'est vraiment de vous tromper de vocation. Hein. Je le dis ça pas, mais... Matt, j'ai pas de blague, j'ai rien, je sais pas. Que dire Par contre, vous, donc j'ai entendu votre histoire de pied un peu particulière. Là, j'espère que vous nous ferez une démonstration de toupie, puisque c'est... Non? Pourquoi pas? You know, it's sport. C'est comme... why not? Hein? Et j'ai entendu, il y a Filoche qui vient tout à l'heure. Oui. Le pays n'a pas déjà assez pleuré? Non, parce que j'ai rien contre lui, mais il va encore venir. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que de vivre avec le SMIC? Mais vous savez? Ben non, on sait pas, on n'a pas envie en fait. Hein. Mais bon... Tu sais, il fait... Il a cette voix, dès qu'il parle d'argent, il commence à... Mais vous vous rendez compte, un ministre du budget qui fraude le fisc? Mais c'est inadmissible! Bah non, c'est surtout la preuve que même le ministre, il trouvait que l'État demandait trop d'impôts, c'est tout. Bon, à part ça, bon, je reviens tout à l'heure pour le reste de, you know, le staff. Et voilà. À tout à l'heure. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Marc-Olivier Fogiel, rebonsoir. Rebonsoir Thierry.
Et non pas, rebonsoir, c'est fini tout ça. Vous êtes ici ce soir pour une émission exceptionnelle, Marco, réalisée sous l'égide de l'ONU, puisque ça y est, après 15 ans de guerre, nous sommes réconciliés. Miss France avait raison, la paix dans le monde, c'est possible. Bah ouais, et c'est bien. Alors, j'avais pensé à un lâcher de colombe. Ouais, ça aurait été pas mal. Faut dire qu'avant de nous faire la guerre, ouais, on était potes, amis, bah ouais, on était super potes. Vous avez été le seul journaliste accepté chez moi en Normandie. Ouais, c'était pour un pilote pour Canal+, cette chaîne, c'était la première fois que je faisais de la télé. Mon cobaye était Thierry Ardisson. Et voilà, on regarde à quoi ça ressemble. Alors les gens pensent que je passe toutes mes nuits au bain de douche jusqu'à 8h du matin avec des mannequins avec la tête dans la farine. Tant mieux. S'ils pensent que je peux diriger 2 émissions ou 2 journaux en dormant 2 heures par nuit, c'est génial, je suis un surhomme. Si tu es obligé d'en faire de la télé, tu finis par faire la météo, quoi. Au bout d'un moment, un jour tu te fais virer, tu as besoin de payer ton loyer, tu finis par faire la météo. J'ai plein d'amis à la télé aujourd'hui qui font la météo. J'ai pas envie de passer, d'être celui qui demande aux starlettes si elles sont clitoridiennes, vaginales ou anales. Ouais, mais vous l'avez fait longtemps quand même. Je l'ai fait longtemps, maintenant j'ai plus envie de le faire. Ça vous amuse plus? Ça m'amuse moins. Ça vous Je le sais maintenant, de toute façon. Si j'étais pas mégalo, je serais toujours en train de gratter pour des marchands de lessive. C'est ma mégalomanie qui m'a sauvé. Et voilà. Thierry était le plus mal habillé, en fait. Ouais. Je crois que c'était moi, quand même. Hein. La prochaine fois, vous reviendrez avec toute votre famille, Marco. À la maison? Oui. Ouais, mais il faut beaucoup de pièces chez vous, mais c'est un grand château et Ouais. j'ai une grande famille maintenant. On se fâchera plus jamais. C'est promis? Juré? Alors, en fait, toute l'histoire avait commencé à l'époque de Tout le monde en parle. Vous aviez fait une émission qui s'appelait On ne peut pas plaire à tout le monde. Tout le monde en parle d'eux, non? Ça s'appelait mon truc. Non, c'était la même chose, en Oui. fait. Non, en fait... Non, voilà, donc je m'étais énervé contre vous. Ouais. Et j'aurais dû avoir le courage à l'époque de m'énerver contre le patron de France Télévisions. Et voilà, je m'en suis pris à vous. Ça a duré très longtemps. Maintenant, c'est fini. Voilà. On s'aime, Thierry. On s'aime maintenant. Ah ouais, on s'aime. Et maintenant, mesdames, messieurs, un big up pour la paix. Alors, Marc-Olivier, vu qu'on a fait la paix maintenant, Ouais. vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview Michel Drucker. Formidable, mesdames, messieurs, Marc-Olivier Fogiel. Alors, Marc-Olivier Fogiel, ça fait quoi d'avoir révolutionné la télévision avec un ton nouveau? Ça a fait chier Thierry Ardisson, non? Sinon, vous aimez les chiens, Marc-Olivier? Les roquets. Les roquets, hein. Bon, drôle. Vous avez vu Sylvie Vartan, toujours aussi belle, hein? Ah ouais, elle est toujours aussi jeune, hein? Salaud. Salaud. Alors, Sarkozy, c'est vraiment un homme politique formidable. C'est lui qu'il faut pour la France, vous trouvez pas? Ou pour Abu Dhabi aussi. Hein. François Hollande, c'est vraiment un homme politique formidable. C'est lui qu'il faut pour la France, vous trouvez pas? C'est l'interview de Drucker. Hein? ouais. Bon. La mort de Demis Rousseau, vous en avez pensé quoi? Que ça allait faire quelques galas en plus pour mon copain Dave. Jean-Mi? Maintenant que vous êtes réconciliés pour toujours, Marco, tu peux nous parler de ton projet d'émission, le vendredi à 19h sur Canal? Ça doit s'appeler Coucou les Martiens. C'est ça. Il faut pas me l'énerver, hein. On a mis 15 ans pour se réconcilier avec Thierry. gentil, Franchement, on va pas s'énerver tout de suite. Quel fouteur de merde. Mais ouais, ce franchement, Jean-Mi. c'est Jean-Mi. Voilà, c'était la paire de SLP. On se retrouve sur Terre après la lune. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Victoria Modesta, de Marc-Olivier Fogiel, de M. Pokora
et de Jean-Mi. Marc-Olivier Fogiel, rebonsoir. Rebonsoir. Quand on regarde votre vie, on voit que votre père était dentiste. Ouais. Il avait des clients stars, votre père, non? Il soignait par exemple Philippe Labro à Voilà. l'époque. Alors, vous aussi, vous faites asseoir des stars dans un fauteuil en leur disant que tout va bien se passer. J'espère que je leur fais moins mal que le dentiste peut faire mal. C'est-à-dire, vous arrachez des confidences, lui, c'était des molaires. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, c'est votre père qui vous a fait entrer à RTL, et vous avez commencé très bas. Au début, vous jouiez de la trompette. Faut le faire, hein? Non, en fait, sérieusement, au début, vous découpiez des dépêches la nuit. Même avant ça, puisque j'y allais le matin avant d'aller au lycée, le soir en sortant, et ensuite la nuit, je découpais les dépêches, puisque c'est un métier qui n'existe plus, mais c'était super. On apprenait son métier là, au milieu de cette rédaction, et c'était génial. Alors, le plus incroyable, c'est qu'en préparant cette interview, j'ai découvert que nous avions énormément de points communs. Ah ouais? D'abord, vous étiez un enfant sérieux. Votre sœur a dit c'était un adulte dans un corps d'enfant. Ouais, j'étais plutôt pas très insouciant. Pendant les vacances, vous travailliez. J'ai fait plein de petits métiers. J'ai bossé dans des bars, j'étais serveur, j'étais préparateur en pharmacie, je faisais très bien les suppos. Ah. Enfin, c'est vrai, il fallait couler les suppos. Mathieu, Alors, il y en a qui faisaient des burgers, d'autres des suppos. Deuxième point commun, nous avions tous les deux des problèmes de surpoids. Ah voilà. On était gros quand on était petit. Ah ouais, très très gros. Vous avez été obèse jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Hein. J'étais bien, Ouais. bien gros, ouais. Dispensé de sport. Voilà, moi aussi. Troisième point commun, l'émotivité. Ouais, je rosissais, c'était Voilà, horrible. ouais. Moi, j'avais la sueur froide, j'avais les mains moites. Espèce de timidité maladive, quoi. On a un peu soigné à la téloche l'un et l'autre, non? Ouais, sans doute. Le quatrième point, c'est le désir de célébrité. Hein. Ouais. À l'âge de 7 ans, vous alliez sur les Champs-Élysées avec votre sœur, avec un magnétophone pour interviewer les gens. C'est quand même incroyable, ça, non? Ben, je rêvais de faire ça. En fait, je rêvais d'être reporter, hein, moi, quand j'étais gamin. Et c'est vrai que j'étais un peu en quête de notoriété. Il y avait ce désir. Moi, par exemple, j'avais écrit un livre à la main, et dans la préface j'avais 10 ans, dans la préface du livre, je m'auto-interviewais. C'est quand même énorme. J'ai une mégalomanie précoce. Ah ouais, pas mal, ouais. Précoce. Ouais, pas mal. Et alors les gars, le bilan, la célébrité, ça vous a rendu heureux? Non, en fait, je me suis rendu compte assez vite que c'est pas ça qui m'intéressait. C'était pas déplaisant, bien au contraire, mais je me suis pas épanoui dans l'idée qu'on me reconnaisse, non. Alors, on a un autre point commun, c'est qu'on est prêt à bosser, quoi. Ouais. On manque de confiance en soi, ce qui fait qu'on bosse, ce qui fait qu'on y arrive. Bah finalement. Alors, dernier point, nous préférons être jugés sur une fausse image plutôt que nous dévoiler. Ça, c'est vrai, Thierry. Ouais, ouais. Moi, ça m'est un peu égal qu'on puisse commenter mon image médiatique à partir du moment où je me cache derrière, ça me va très bien. C'est ça. Sauf que maintenant, avec l'âge, peut-être un peu de maturité, je sais pas, l'expérience, je suis plus à l'aise pour parler plus facilement de moi. Comme vous, Thierry. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler du Divan, votre nouvelle émission sur France 3. Alors, quand vous avez cherché un concept pour votre retour à la télé, vous avez d'abord pensé à ça. Mais bon. C'était un peu trop, ouais. Ensuite, vous êtes dit, et si l'invité était mort? Ouais, absolument. Hein? Et je me suis dit, mais est-ce que Ardisson n'avait pas fait ça déjà avant? L'interview cercueil. Ouais, l'interview cercueil. Je me suis dit, il faut mieux que j'évite. Donc, j'ai changé. Donc, finalement, vous avez choisi le Divan, librement inspiré du fameux Divan d'Henri Chapier, dont le concept est très simple et très fort, transformer l'interview en une séance de psychanalyse. On regarde ce que faisait Chapier, d'abord. Ouais. Vous venez d'avoir 40 ans, vous l'avouez. Oui. Personne n'avoue jamais son âge, vous l'avouez, parce que vous ne le faites pas, bien sûr. Mais enfin, il y a 20 ans qu'on s'obstine à vouloir prouver que quelque part, je ne sais pas, peut-être dans une autre vie, vous étiez un homme. Mais c'est un peu vous qui avez initié tout ça, non? Pourquoi? Dans une autre vie, oui, j'ai été un homme, en effet, puisque j'ai quelqu'un en Italie, une fois, par un voyant, un médium, m'a dit que j'avais été un soldat, je crois, italien au XIIIe siècle, et puis j'avais été une esclave égyptienne, enfin bon, dans plusieurs vies, mais si on y croit. Dans cette vie, j'ai toujours été une femme, et j'aurais aimé être un homme. Voilà. Donc ça, c'est le Divan d'Henri Chapier. Et maintenant, on regarde le Divan de Marc-Olivier Fogiel.
Ça m'a toujours amusé, ça, de balancer comme ça sur les gens. Parce que, mais je le pense vraiment, quoi. Je veux dire, c'est pas... Alors, il y a des gens qui ne le disent pas, moi je le dis. Bon, je sais pas si c'est intelligent, mais j'arrive pas à pas le dire, disons, voilà. Mais le problème, c'est pas tellement de le dire, c'est de le penser. Ah ben, je pense que je dis, évidemment. Oui, non, bien sûr. Assublé, évidemment que je pense que je dis. Non, vous savez pourquoi vous le pensez? Il y a quoi? Le côté faire le buzz, mais il y a aussi... Il n'y a pas à faire le buzz. Je veux dire, j'ai pas besoin de ça pour faire le buzz, quand même, ça va. Enfin, je veux dire, mon émission marche bien, je suis pas très pour faire le buzz. Non, je le pense, quoi, c'est tout. Puis j'ai un côté cruel. C'est vrai, quand j'étais petit, j'arrachais les ailes des mouches. Et c'est vrai que j'ai toujours un côté un peu cruel, quand même. Alors, Marco, il y a quoi comme différence? Alors, expliquez-nous. Déjà, l'émission est beaucoup plus longue. L'émission d'Henri, c'était une discussion débridée pendant 26 minutes, intéressante. Là, on sillonne dans le parcours de vie d'un invité de façon chapitrée. Celle qu'on a faite ensemble, Thierry, elle fait 70 minutes. Et cette durée, je crois, permet à l'invité de montrer peut-être plus d'aspects de sa personnalité. On a enregistré la nôtre qui passe mardi, il y a quelques jours. Quand vous êtes sorti, vous m'avez dit, voilà, cette émission, c'est moi. Ah oui, j'ai vraiment dit ça. Mais en tout cas, vous avez été extrêmement généreux dans ce que vous avez livré de vous-même dans l'émission. De toute façon, je sais pas faire autrement. Alors, est-ce que vous n'aviez pas peur qu'Henri Chapier vous accuse de plagiat cette fois? Cette fois-ci, je l'avais appelé avant. Ah. Et il m'avait donné une forme de blanc-seing. Alors, vous avez un casting de rêve, hein. Je parle pas de moi, mais il y a Anne Hidalgo, Karl Lagerfeld, il y a Luc Besson, Josiane Balasco, Mélenchon, Isabelle Adjani, Mika, Dupond-Moretti. Pas mal de... Voilà, des gens à forte personnalité pour lesquels j'ai une grande curiosité. J'aimerais beaucoup inviter Matt un de ces jours. Ah bah oui, Matt, tu devrais y aller. J'irai. On est... Alors, je te dis un truc. Il y a un truc qui c'est très difficile, t'as personne devant toi, puisqu'il est derrière, et c'est terrible, t'es livré à toi-même. C'est ça. Et puis, contrairement à ce qu'il faisait avant, il laisse des blancs, il te laisse, tu vois. Toi qui as passé des années sur le divan, ça doit te faire tout drôle de te retrouver dans le rôle du psychanalyste, non? En fait, je suis pas vraiment dans le rôle du psychanalyste parce que j'ai trop de respect pour justement le travail de thérapie. Moi, je me suis allongé 18 ans et là, c'est vraiment un rôle plutôt de journaliste. Ouais. Mais c'est vrai que le clin d'œil m'amuse, Jean-Mi, c'est vrai. Ah, vous allez en faire 20, non? Ouais, c'est une collection de 20 numéros, en fait. Ouais. C'est une espèce de parenthèse dans ma vie professionnelle. Pour l'instant, on verra bien après. Bon, pourquoi? Parce que je suis heureux dans ce que je fais à la radio depuis maintenant quelques années. C'est ce qui, aujourd'hui, m'occupe. Mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. J'ai une vie de famille que je veux surtout pas sacrifier. Donc ça laisse peu d'espace pour faire autre chose. Là, j'ai trouvé des petits espaces pour faire ça. On verra après. Alors, c'est tous les mardis, donc en deuxième partie de soirée sur France 3. Très tard, à 23h. Donc ça permet justement de ne pas être efficace et de ne pas chercher en permanence qu'il se passe un truc toutes les 5 secondes. J'ai regardé Lucchini, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Pourtant, j'aime pas Lucchini. C'est pas vrai. M. Pokora, rebonsoir. Thierry, je suis très impressionnée de rencontrer M. Pokora. Je connais tous ses tatouages par cœur. Tu connais pas ses chansons? Ah bon? Il chante? Et Jean-Mi, t'es au courant que si je te fais descendre ton piédestal, tu m'arrives au genou? Alors, vous êtes chanteur, danseur. Vous avez été révélé en 2003 par l'émission Popstar. C'est ça. Et pourquoi ensuite ne pas avoir suivi le parcours habituel des gagnants de Popstar? Vous vouliez pas faire serveur? Ensuite, on vous a vu dans un groupe baptisé Link Up. Vous avez des nouvelles des deux autres ou vous avez fait disparaître les corps une bonne fois pour toutes? Non, un des deux, Lionel, avec qui je suis resté en contact. Ah ouais, vous êtes toujours potes? Ouais. Et l'autre, non? Non, ça s'était pas très bien passé à la séparation du groupe. Ensuite, vous êtes lancé dans une carrière solo, puis vous remportez Danse avec les stars, puis vous faites un carton avec la fameuse comédie musicale Robin des Bois. D'ailleurs, votre fiancée, elle a du mérite, hein, parce qu'elle vous a vu avec le col en verre et tout, elle vous a quand même... J'avais pas le col en verre. Ah. J'avais un truc un peu plus stylé. D'accord. Puis vous devenez vous-même juré de l'émission Danse avec les stars. Et là, la Pokoramania est à son comble, hein, aujourd'hui. Hein.
C'est une très belle période pour moi. C'est vrai que je sors de projets qui ont bien marché, donc je suis sur une bonne dynamique, ça m'aide. Après, voilà, comme je dis, je pense que moi, avant tout, ma seule prétention, c'est de vouloir divertir et faire du show, du spectacle. Et voilà, c'est la seule chose pour laquelle je suis là. Les gens qui sont venus sur les précédentes tournées, visiblement, se sont régalés, sont venus sur Robin, continuent à venir, donc pourvu que ça dure. Hein. C'est la récompense suprême. Alors, tout va bien, et là, vous annoncez que vous quittez le jury de Danse avec les stars. Pourquoi? Vous aviez peur de devenir André Manoukian? Non, pas du tout. J'aime beaucoup André, d'ailleurs, qui a participé à la première saison. Vous avez été déçu de ne pas avoir de star, peut-être, non? Il n'a pas changé. Non, pourquoi je peux pas reconduire cette année? C'est parce que tout simplement je suis en tournée, sinon je l'aurais fait. Ah oui. Ça vous plaisait? On est en train d'essayer de trouver des solutions pour que je puisse intervenir. Ah ouais. Mais voilà, c'est un programme qui m'a beaucoup apporté, que j'aime beaucoup, et visiblement les téléspectateurs aussi, puisque ça marche depuis quelques années maintenant. Et voilà, c'est un vrai divertissement, c'est un vrai spectacle, et moi ça me plaît. Donc à l'avenir, je ne m'interdis pas d'y retourner. Et puis il y a ça, le nouveau disque de M. Pokora. L'album rouge de M. Pokora, comme il y avait l'album blanc des Beatles. C'est une vanne, là. Ça s'appelle Raid. Ça veut dire rythme extrêmement dangereux. Vous avez beaucoup bossé, hein. 5000 abdos, 3000 pompes. C'est ça. Beaucoup de travail, 15 tatouages. Exactement, pour chaque album. On regarde à quoi ça ressemble. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde. Voilà, Le Monde, extrait de Raid, le nouvel album de M. Pokora. Alors, certains titres sont signés Miossec, Corneille, Jennifer Ayache. Vous en co-signez 9 quand même. Hein. Aussi, ouais. Bah, c'est important pour moi aussi de m'investir et de mettre de moi et de ma personnalité pour que je me sente le plus à l'aise possible. Il y a Le Monde, donc qui parle d'amour contrarié. Il y a Avant nous, qui parle des anciens, qui parle du respect. Hein. J'ai été éduqué aussi par le foot, le sport, et mon père était ancien footballeur. Et mon père me disait souvent, moi, quand je suis arrivé en pro à Metz à l'époque, j'attendais à l'entrée du vestiaire pour m'asseoir qu'un ancien me dise « Tiens, petit, assieds-toi là ». Aujourd'hui, on voit que les mecs ont quand même vachement plus la confiance qu'avant. Et c'est vrai que j'ai voulu faire un titre comme ça, hommage aux anciens, et pour parler de cette valeur aussi à ma génération. Et c'est important de remettre ça sur le tapis parce que je pense qu'on l'a beaucoup perdu quand même. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Mieux que nous, qui parle du divorce. Vous dites que le divorce de vos parents, pour vous, ça a été un soulagement, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête, en fait. Vous dites, je les ai rarement vus s'embrasser. Jamais. Ah oui. Jamais. Et c'est vrai qu'ils ont divorcé, j'avais 12 ans. Et en fait, le déchirement pour moi, ça a été de voir mon père quitter la maison et de me dire qu'on ne serait plus jamais sous le même toit ensemble. Mais c'était un soulagement parce que je pouvais plus les voir se prendre la tête. C'était pas violent, mais se prendre la tête non-stop, ma mère pas heureuse, mon père pas épanoui. L'ambiance était lourde à la maison. Voilà, c'était lourd. Alors votre père, lui, vous a mis au ballon à l'âge de 6 ans. Vous mettiez des crampons pour jouer dans le jardin. Vous leur niquiez le jardin. Exactement. C'était un peu le problème. C'est pour ça que j'avais pas trop le droit de jouer. Mais ouais, j'ai commencé très tôt, forcément avec un papa ancien footballeur, c'est sûr. Et ensuite, faites un essai à Sedan. À 15 ans. Ça s'est mal passé. C'est pas très bien passé. D'une, j'étais bêtement parti en vacances pendant 2 semaines juste avant l'essai. Je me suis pas entraîné, donc je suis arrivé, j'étais à la rue physiquement. Et puis, j'ai pas forcément joué mon poste. Voilà, j'ai pas été retenu. Et en rentrant à Strasbourg, j'ai voulu arrêter. Et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai commencé vraiment à mettre dans la musique. Après, il y a eu Popstar. Hein. C'est ça, 2 ans après. Et aujourd'hui, vous êtes une star, la preuve. Vous faites de la pub pour des lunettes alors que vous ne portez jamais de lunettes.
C'est fini. Ben oui, mais là, donc là, on voit avec des lunettes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et regardez M. Pokora, la plupart du temps. Voilà. Ah non, ouais. Je me suis fait opérer. Ah Oui, ah oui, parce que là, je me disais suis quand même- réellement fait opérer Ouais. pendant Robin des Bois. Non, mais je veux dire, c'est un peu moi comme si je faisais de la pub pour des slips, alors que... Tu mets pas de slip, alors on que le sait, j'en porte tout pas, le monde je sait veux que tu dire, mets pas de oui. slip. Il y a quand même des slips M. Pokora. Non, c'est un montage, c'est une connerie. Il n'y a pas de slip M. Pokora. Non, je pense pas. Mais il faudra en faire. Ah, moi, j'en mettrais. Bah ouais, mais c'est con, S'il y avait tu- des slips M. Pokora. Tu les mets. Ah ouais, je les mets. Bon, bah, je vais t'en C'est ramener un, promis, je vais t'en voilà. ramener un. C'est promis. Il en est même qui m'envie. Faites-vous, c'est plutôt Claude François que Johnny Hallyday, mais elle est bien, la chanson. Ouais, c'est vrai que mais même Ouais. moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que Claude François a fait. C'est vrai que voilà, c'est un des premiers à avoir amené cette culture aussi américaine Ouais. du show et du divertissement en France. Et c'est vrai que voilà, moi, mes influences sont plus Mais vous êtes comme lui, anglo-saxonnes. je pense que vous êtes un entertainer, exactement comme lui. Moi, c'est mon truc, c'est Ouais, le c'est divertissement, ça. faire Vous le chantez, show. vous dansez, Voilà, oui. c'est ça. Ah oui. Jean-Mi, tu veux dire quelque chose? Monsieur Pokora, tu as dit que tu voulais être le nouveau Claude François. Je peux être ta Pokorette? Si c'est dansé, avec grand plaisir. Mais il sait danser, oui. C'est vrai? Ouais. Il a dansé ici avec son jumeau Jean-Pi et les danseurs de Beyoncé. Ah ouais? Non mais sérieux, non, vraiment, il danse Ok, très, très bien, Jean-Mi. avec grand plaisir, Eh ben voilà, Jean-Mi. t'as trouvé du boulot. Et maintenant, on va faire une interview brûlons l'idole. Là, je vais essayer de vous détruire devant votre public. C'est rouge. Est-ce que vous fumez? Non, je fume pas. Bon. Vous buvez? Allez, 4 fois par an. Ah ouais, putain, ça va être dur alors. Est-ce que vous avez déjà dit à une femme, tu sais, t'as de la chance d'être avec moi? Il m'est arrivé quand je faisais... Mais pas parce que c'était moi, parce que je venais d'apporter le petit déjeuner. Faire un Ouais. truc comme Ah ça. oui, d'accord. Voilà. Ouais. Est-ce que vous conduisez bourré parfois? Alors, je suis très rarement bourré et en général, si je prends un peu d'alcool pour m'amuser, j'ai quelqu'un qui me ramène. Ça va être dur de brûler l'idole. Est-ce que vous avez déjà dit à une fille « Je t'aime plus que tout au monde » juste pour arriver à la sauter, quoi? C'est quand même plus facile avec notre métier, on n'a pas besoin de dire Ah ouais. tout ça. Et vous, Thierry? Non. Non, parce que quand Parce moi, qu'avec je- son métier, c'est Non, aussi un peu plus quand facile. moi je dis ça, je me marie. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà torturé un animal? Ouais. C'est quand même. Merde, je vais me perdre tout au public. Ouais, bah comme toi, les mouches, ça m'est déjà arrivé. Les Ouais, ailes. ouais. Et puis les guêpes, de les couper comme ça. Voilà, sur chaque rayure de l'abeille, tac, tac, tac. Vous avez déjà séduit la femme d'un pote? Ah. Non. D'une connaissance peut-être, mais d'un pote. non. D'accord. Vous avez déjà ri à une blague raciste? Bah oui. D'accord. Bah oui. Vous donnez des notes aux filles avec lesquelles vous couchez? Non. J'essaie Non, de lui ruiner sa réputation. Non. Ah, attendez, vous avez déjà eu une expérience homosexuelle à plusieurs? Jamais. C'est chiant, hein. Elle est chiante ma vie. Je suis pas une rockstar en fait. Non. Vous êtes pour la peine de mort? Ah, il y en a, ils mériteraient, ouais. Ah ouais, d'accord. Vous avez déjà giflé un enfant, comme François Bayrou? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais il lui avait pas pété son portable ou un truc Ouais, dans la ouais, poche, il je avait sais pas. piqué son portefeuille, Si. ouais, je Non, jamais giflé un enfant, non. Vous avez déjà touché aux drogues très très dures? Non, ça me fait peur. Mais il est parfait, ce garçon. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le débat, le zapping Gaspard Proust et notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Victoria Modesta. À tout de suite.
Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Victoria Modesta, de Marc-Olivier Fogiel, de M. Pokora et de Jean-Mi. Alors, Victoria Modesta, bonsoir. Vous êtes chanteuse, danseuse, performeuse. Vous êtes celle que la presse britannique a surnommée la pop star bionique. Amputée de la jambe gauche à l'âge de 20 ans, vous êtes l'héroïne d'un clip hallucinant dans lequel vous exposez des prothèses toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Sur Internet, le clip a été vu 10 millions de fois en une semaine. On regarde à quoi ça ressemble. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Jean-Mi? Thierry, je suis heureux que nous recevions une amie à moi. Une amie à toi? Je connais très bien sa jambe. On a été fabriqués ensemble. On passe maintenant au débat de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est Gérard Filoche, membre du bureau national du PS, et Jean Quatremer, journaliste à Libération, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, Syriza, grand soir ou grand flop? Pour que la France suive le modèle grec, il faudrait que Mélenchon se retrouve à Matignon. Après tout, pourquoi pas? Si la crise s'aggravait encore, des millions de Français descendraient dans les rues. Du coup, Hollande serait obligé de dissoudre. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aux législatives, Mélenchon arriverait en tête, sauf que pour avoir la majorité, il lui faudrait s'allier à la droite souverainiste. Et c'est comme ça que Dupont-Aignan, Boutin et Guénaud se retrouveraient dans son gouvernement. Ça vous paraît crédible? En tout cas, Dupont-Aignan est dans les starting blocks. Déjà, il est super content de la victoire de la gauche radicale. Vous êtes heureux de la victoire d'Alexis Tsipras? Ça paraît paradoxal que je sois heureux de la victoire d'un parti qui est à gauche, gauche radicale. Et surtout, il est prêt à s'allier avec Mélenchon. Vous pourriez passer un accord avec le front de gauche de Mélenchon. Mais si c'est pour sauver la France, et si c'est sur un programme intelligent de création de richesse, pourquoi pas? Comme quoi, la victoire de Syriza, c'est pas seulement la victoire de la gauche radicale, c'est aussi celle de tous les adversaires du système politique européen. La preuve, même Marine Le Pen s'est félicitée de la victoire de Syriza. Je me réjouis de la gifle démocratique monstrueuse que le peuple grec vient d'administrer à l'Union européenne. En Grèce, le clivage droite-gauche, ça ne veut plus rien dire, puisque la gauche radicale se retrouve dans le même camp que la droite nationaliste. Désormais, il y a deux camps, ceux qui défendent le système politique européen et ceux qui le combattent. Les antisystèmes sont de plus en plus nombreux, aussi bien à gauche qu'à droite. Ça prouve que le clivage gauche-droite est totalement inopérant, notamment sur les enjeux européens, et que le clivage est ailleurs. Il est entre patriotes, souverainistes et ceux qui sont complètement soumis à l'Union européenne, les euro-gaga. Alors, est-ce qu'un scénario à la grecque pourrait se produire en France? Pourquoi pas? Sauf que chez nous, si un parti anti-système devait succéder au PS et à l'UMP, le FN paraît mieux placé que Mélenchon et Dupont-Aignan. Cela dit, même quand un peuple vote contre l'austérité imposée par l'Europe, ce n'est pas si facile d'y échapper. La preuve, il a suffi que la Banque Centrale Européenne décide de ne plus financer les banques grecques pour que la Grèce risque à nouveau la cessation de paiement d'ici fin février. Alors, Syriza a beau avoir le soutien de son peuple, à moins de sombrer dans la faillite, la Grèce aura du mal à échapper à ses créanciers. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Gérard Filoche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau national du PS. Votre livre « Comment résister à la démolition du Code du travail » est toujours en librairie et vous publierez en mars « Vive l'entreprise, bribes de vie et de mort au travail » chez Hugo et compagnie. Bienvenue parmi nous, Gérard. Jean Quatremer, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Libération. Vous êtes notamment spécialiste des questions européennes. Bienvenue parmi nous. Alors, le 25 janvier a eu lieu en Grèce des élections
législatives anticipées pour élire un nouveau gouvernement. Et d'après ce qu'on a pu voir sur les chaînes de télévision françaises, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a gagné les élections. C'est clair. Alexis Tsipras et son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, sont entamés une tournée européenne. Et là, on a appris jeudi matin que la BCE, la Banque Centrale Européenne, coupe le robinet aux banques grecques, ne conservant qu'une ligne de crédit d'urgence. Alors Gérard, c'est la fin de la récré, là. Adieu le grand soir, là. Non, c'est le début. Ah bon? D'abord, démocratie, si vous permettez. C'est le peuple qui a voté. Ouais. On peut pas... Une banque ne va pas aller contre le peuple, non? C'est le peuple attendez. qui dirige ou c'est la banque? Si la BCE leur coupe les crédits... C'est le peuple qui dirige ou c'est la banque? Ah ouais. Bon, et c'est une victoire pour les Grecs. Syriza, c'est la gauche unie. Ça serait du bien en France si ça arrivait. Et puis en même temps, c'est la bataille contre l'austérité. Ils disent stop à tous les bureaucrates de la Banque Centrale Européenne qui veulent les saigner. Ça fait du bien de dire stop là-bas, et ça nous ferait du bien de les soutenir là-bas, parce qu'ils nous aident ici. Alors on fait quoi maintenant? Parce que la dette grecque, elle est quand même de 321 milliards d'euros, 177% du PIB, il reste 2 milliards dans les caisses, et fin février, défaut de paiement. C'est-à-dire, comment la Grèce va-t-elle payer ses fonctionnaires fin février si la BCE ne file pas un peu de thunes? D'abord, grâce aux différents programmes d'austérité, aujourd'hui, le budget grec est à l'équilibre. Oui. C'est-à-dire que les Grecs, ils peuvent vivre avec ce qu'ils ont. Donc, imaginons que demain, ils fassent défaut, c'est-à-dire qu'ils refusent de rembourser la dette, qui est détenue, je le rappelle, par l'ensemble des États européens, y compris les pays baltes, qui ont prêté de l'argent à la Grèce pour l'aider à s'en sortir. Des pays beaucoup plus pauvres que la Grèce, comme la Slovaquie, les 3 pays baltes, la Slovénie, etc., ils peuvent faire défaut et ils peuvent très bien continuer à vivre comme ça. Le seul problème, ils peuvent rester dans l'euro. Ça ne veut pas dire qu'ils sortent de l'euro. Simplement, personne ne leur prêtera plus d'argent. Donc il n'est pas question qu'ils aillent emprunter sur les marchés et il n'est pas question qu'ils viennent de nouveau demander aux Européens ou au FMI de les aider. En France, par exemple, si jamais la Grèce ne rembourse pas sa dette, on a prêté aux Grecs 41 milliards d'euros. Ça fait 631 euros par Français, y compris les bébés. Ce qui fait 1500, ce qui fait 1500, ce qui fait 1500 J'ai prêté euros. Voilà, c'est ce que vous avez prêté. Alors si demain, d'où il vient ce chiffre, il vient tout simplement. Il vient de Rago. Non, ce chiffre, il vient tout simplement des prêts bilatéraux qu'on a fait à la Grèce et des garanties qu'on a données au mécanisme européen. La Grèce, elle n'a jamais rien reçu. Si, ça a été des prêts aux créanciers de la Grèce, c'est-à-dire aux banques. Et ce sont les banques privées qui sont responsables de tout ça. Parce que la Banque Centrale Européenne, elle prêtait 1000 milliards aux banques privées à 1%. Et les banques privées prêtaient aux Grecs à 10%. Et le vol de la Grèce, il vient des banques privées. Et c'est ce dont tu parles, c'est de rembourser les banques privées. Et tu crois que tu nous menaces, nous, Français, de rembourser les banques privées? Mais les 4 banques françaises, elles ont 8000 milliards d'actifs. Elles ne sont pas en cause, elles ne sont pas en jeu. C'est un chantage pur et simple. Gérard, laisse-le parler. Oui, je comprends. Oui, t'as raison. En réalité, on les a éloignés. Oui. Non, mais je vais résumer. On va résumer la crise selon Gérard Filoche. Ce sont des méchantes banques et la méchante Union européenne qui sont arrivées en Grèce, qui ont obligé les Grecs à emprunter plein d'argent, qui les ont poussés à se ruiner et qui du jour au lendemain ensuite les ont poussés à l'austérité. Non mais je veux dire que c'est quand même un conte de fées. C'est le Disneyland de l'économie que tu es en train de dresser sur ce plateau. La fraude fiscale en Grèce représente entre 20 et 40 milliards d'euros par an. Si les Grecs avaient payé leurs impôts comme tout le monde, ils n'auraient même pas eu besoin d'emprunter. Mais tu ne sais pas que c'est prélevé à la source là-bas. Depuis 2 mois, il y a 2 milliards d'euros d'impôts qui ne sont pas rentrés dans les caisses. Pourquoi? Parce que les Grecs ont arrêté de payer les impôts en disant qu'il allait avoir une amnistie. Vous savez, vous vous rappelez comme du temps des contraventions où on arrêtait de les payer en disant ah bah c'est bien, ça va changer. Présidentielle. Exactement. Pourquoi c'est le peuple grec qui est accusé alors qu'il est victime? Le peuple grec était dirigé par des gens corrompus. Et ils viennent d'être battus, les gens corrompus. Vive Syriza, parce que là, c'est l'espoir d'avoir une nouvelle issue. Mais il faudrait que toute l'Europe applaudisse. Oui, mais Syriza, ils se sont alliés avec un parti qui s'appelle ANEL, qui est xénophobe, homophobe. Mais c'est un accord technique. Antisémite. C'est un accord technique, il n'est pas politique. D'accord. Ça veut dire, ce que vous dites là, c'est qu'en France, on peut s'associer avec le Front National en disant que c'est un accord technique. Non, d'abord, c'est pas le Front National. Ils ont le les ministère fascistes de la là-bas, Défense. c'est Aube Dorée. Mais deuxièmement, c'est un accord technique. Ils avaient 149 députés. Ils avaient besoin de 2 députés pour faire leur politique, sinon ils ne pouvaient rien faire. Donc, ils ont passé un accord technique. Oui.
Point. Vous associerez avec le Front National. Moi, je suis à la place de Tsipras, je fais ça tout de suite. Vous remarquerez quand même la morale extrêmement élastique de Gérard Filoche et du PS rien français. d'élastique dans ce que moi, je dis. Moi, je suis extrêmement surpris parce qu'on puisse justifier une alliance qui est totalement contre nature. Tsipras pouvait très bien s'allier avec Topotami, qui s'appelle un petit parti qui s'appelle La Rivière, mais qui présente un petit problème. C'est un petit problème, c'est qu'il est européen, il est de centre-gauche. Oui, mais on préfère donc s'allier avec un parti qui est vraiment une frange du Front National et une frange dure du Front National. Ils ne sont pas fascistes, ça c'est vrai, ils sont démocrates. Mais pour tout le reste, c'est vraiment le côté puant de l'extrême droite. Et que M. Filoche vienne justifier ici, à la télé française, une alliance de cette nature-là, moi, ça me sidère. Ça montre que la gauche de la gauche française n'a pas beaucoup de morale. Je vais vous dire quelque chose. Non seulement j'ai de la morale, mais je n'hésite pas une seule seconde à valiser ce que fait Syriza. Et je trouve curieux. Mais il n'a rien fait pour l'instant. Je trouve curieux. Il n'a rien fait. Au contraire, il a fait en 2 jours ce que François Hollande, hélas, n'a pas fait en 2 ans. Aucune fois. Et donc, il a fait toute une série de mesures tout à fait positives. Bien. Et je m'excuse, c'est ces mesures positives que je défends. Ça t'intéresse? Moi, je pars du principe que tant qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, tous les deux, on est dans la merde, en fait. Ah oui. Exactement. Voilà. C'était le mot de la fin. Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle, la vie? Voilà. Heureux. Ah, il est resté Fifi? Ah, Filoche, il est resté pour toi. Quel courage. Non, moi, je suis un peu... Il faut que je regarde parce que j'ai eu un coup de fil là, de Sofinco, là, parce que j'ai un crédit. Et je leur ai dit non, mais moi, je rembourse pas. Enfin, je suis contre l'austérité. Donc, ça va prendre... A priori, ça, c'est bon. Puisque... Ah, voilà. Alors, actualité. Alors, Nice, encore une attaque d'un terroriste. Un loup blanc, enfin, je pense que c'est plutôt un fennec, enfin, je sais pas. Ça dégoûte, hein. Quand tu penses que ça aurait pu être évité si seulement, avant de faire sa connerie, le mec, il s'était connecté au site Stop Djihadisme. Ouais. Donc, à Nice, 3 militaires se font agresser à l'arme blanche. Alors, je vous rassure, hein, l'agresseur n'a rien. Alors, tu vas me dire, ils étaient armés, pourquoi ils n'ont pas tiré? Il faut savoir que cette année, il y aurait eu un problème avec les flingues. Aux dernières nouvelles, Jouet Club aurait résolu le problème. Non, c'est vrai, parce que ça s'enrayait, donc... Après, il faut comprendre, un Koulibaly, parce que oui, l'agresseur s'appelle Koulibaly. Il y avait une chance sur 1 million, c'est sur lui. Hein? Tu vois, le mec de l'hypercachère, il aura vraiment tout raté, quoi. Mourir dans un magasin alors qu'il avait le sens de la franchise, tu vois, bon. Bref, les soldats ont été décorés parce qu'ils ont réussi à maîtriser le mec sans faire usage de leur arme. Ouais. Les mecs, ils passent leur journée à se faire chier, à se promener avec des fusils qui pèsent 5 kilos et on les décore parce qu'ils arrivent à s'en servir comme matraque. Comme d'habitude, on a décortiqué le profil de l'agresseur et c'est toujours le même profil. Une fois de plus, il est poli, il est gentil, il est à l'écoute. C'est quand même dingue. Hein. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on attend pour coller la DCRI au cul de Drucker? Politique toujours, nouvelle élection partielle, FN contre PS, au 2e tour. Première victime, c'est Nicolas. Alors maintenant, ça tombe sur lui. C'est le Koulibaly de la politique, maintenant. Hein? Sarkozy outragé, Sarkozy brisé, Sarkozy martyrisé, mais Sarkozy conférencier. Ouais. Le mec, il se fait humilier en 2012 en se faisant battre par Hollande, et là, humilié par ses propres lieutenants. Non mais, est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte? Le mec qui se fait contester par NKM, Wauquiez, Juppé, Ciotti, Châtel... Qui est le chef? Qui est le chef? Moi j'ai l'impression de voir Moïse, tu vois, devant la mer Rouge, et les mecs autour qui lui disent « Non, c'est des conneries ton idée d'ouvrir la mer, là, ça marchera pas. » Non, moi je connais une départementale qui passe par un col super sympa, et un autre qui arrive. Non, mais n'importe quoi, si tu prends un peu sur la gauche, par sentier, tu tombes sur une autoroute direct sur le Sinaï, arrête. Et Nicolas qui s'énerve, mais putain, c'est moi le chef, moi je vais ouvrir la mer, quoi. Non, mais calme-toi, arrête tes conneries, pose ton bâton, tu vas te faire mal. Tiens.
À 2 ans de l'échéance, il a perdu. Hein. Il a perdu. Hein. C'est un génie. Il réussit à perdre Stalingrad avant que la guerre ait commencé. Mais je crois qu'il faut intervenir. Et quand il faut intervenir, il y a Spin Proust. C'est un spin doctor que j'ai inventé. Je change de rôle. Voilà. Bon, Nicolas, moi, je sais ce qui se passe en ce moment. En toi, je le sens. Pas de geste brusque. Je respecte ta colère. Tu sais, depuis ton retour, Bibi, il avait senti qu'il y avait un décalage entre ce que tu racontes et ce que tu sens. Ça se voit tout de suite que la synthèse, c'est pas ton truc. Même ton corps, il n'est pas prévu pour ça. Ton corps, il est prévu pour découper des petites bavettes d'aloyaux, mais pas pour malaxer de la pâte à crêpes. Tu vois, t'es un mec, t'es comme ça, quoi. T'es pas fait pour ça. Et ce que je sens très fort en toi, mais très fort, c'est que au fond de toi, t'as besoin de meurtre. Mais il faut le faire concrètement et de manière légale. Parce que débarquer avec une calache au conseil de l'UMP, c'est quoi chiment impossible à réaliser. Et moi, je veux bien t'aider. Il faut y aller un par un en choisissant ses cibles. Morano, c'est pas compliqué, Nadine. Morano, tu t'en débarrasses facile. Tu prends une grenade, tu la jettes et tu lui dis va chercher. Tu vois? Bon. Xavier Bertrand, faut y aller au vice, à la subtilité. Tous les jours, tu lui fais livrer 5 kilos de chouquettes, pur beurre fourré au Nutella et au saindoux. Hein? A priori, dans un mois, c'est bison futé dans ses artères, c'est bon. Bruno Le Maire, tu sais, le mec posé et tout, tu sens que c'est un coincé qui est fasciné par les lumières. Faut le bombarder d'invites et je te parie qu'en moins de 3 mois, on va le retrouver au Carlton de Lille à s'enfiler de la chenouf avec 3 lolitas, c'est bon. Alors tu vas me dire, et Juppé, qu'est-ce que je fais de Juppé? Juppé, je te dis tout de suite, il ne faut pas le ménager, il faut le déménager. Hein? Il aura 72 ans en 2017. Je te dis ça, je t'ai rien dit. Tu fais juste un truc à l'UMP, tu baisses le thermostat, il est à 20, tu le mets à 19, le mec il s'enrhume, c'est fini. Alors, le pauvre, comme si ça suffisait pas, au même moment, Valls s'est passé devant lui dans les sondages. 2e tour présidentiel. Ce qui m'a inspiré un petit poème. Poème. Le soir tombait, la législative partielle était bien noire. Il avait pourtant l'offensive et presque la victoire. Il tenait François acculé sur son pédalo, malgré ses tics et ses conférences sur le dos. Il supportait péniblement le temps long d'avant 2017, faisant dans la synthèse improbable la triste scénette. Languissant d'être coincé entre 2 amants que tout oppose, la gauche au poing et le FN à la rose, il guettait les sondages qui lui donneraient des ailes. Aveuglé d'espoir, il s'écrit à Nicolas. C'est Emmanuel. Wow. Pour finir sur une note positive, enfin encourageante, Daesh a brûlé le pilote jordanien. C'est encourageant, bah oui, on progresse. Avant, ils décapitaient, maintenant, ils viennent de découvrir le feu. On passe du cru au cuit. Hein. Moi, je suis sûr que d'ici quelques millions d'années, ils feront de très jolies peintures rupestres. Alors, ça va la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Victoria Modesta, bonsoir. Vous êtes chanteuse, danseuse, performeuse. Vous êtes celle que la presse britannique a surnommée la pop star bionique. Amputée de la jambe gauche à l'âge de 20 ans, vous êtes l'héroïne d'un clip hallucinant dans lequel vous exposez des prothèses, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Sur Internet, le clip a été vu 10 millions de fois en une semaine. Et on regarde à quoi ça ressemble. Alors, Victoria. Hello, Terry. Bonsoir, Thierry. Vous êtes née le 25 février 1987 sous le nom de Victoria Moskalova à Daugavpils, en Lettonie. Votre père travaille dans la marine et votre mère est coiffeuse.
L'accouchement se passe mal. Les médecins vous démettent la jambe gauche et la hanche. Les jours suivants, les médecins tentent de réparer les dégâts provoqués par leur incompétence. Hélas, ils ne font qu'aggraver les choses. Ils plâtrent la jambe alors que vous n'avez que 2 semaines. Mauvais médecin. Oui, c'est vrai. Bien sûr, le plâtre stoppe la croissance de la jambe et en grandissant, la déformation s'accentue et devient une véritable infirmité. Entre 6 et 12 ans, vous subissez 15 opérations, mais les résultats sont décevants. Ça a dû être terrible, cette enfance. Je pense que quand vous êtes un enfant, vous ne comprenez pas forcément ce à quoi devrait ressembler votre vie. Vous êtes dans un environnement et puis vous essayez finalement d'avancer dans la vie. Alors évidemment, en grandissant, les problèmes de mobilité s'aggravent. Vous ne pouvez pas porter de talons, vous ne pouvez pas porter de jupe, vous ne pouvez pas faire de sport. Ça vous pose aussi des problèmes dans vos études parce que vous êtes à l'hôpital et quand vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas à l'école. Donc tout ce que vous savez, vous l'avez appris par vous-même, vous êtes une autodidacte. En effet, j'ai tout simplement suivi ce qui m'intéressait, ce qui me passionnait. Et je pense que ça a été la meilleure forme d'éducation possible. J'ai appris tout ce que je voulais, j'ai pu m'enseigner ce que je souhaitais apprendre et ça a été très utile pour moi. Et puis il y a le problème de l'URSS, à laquelle la Lettonie appartient encore à l'époque. Les médecins conseillent à vos parents de vous éloigner, de vous mettre dans un orphelinat à l'abri des regards. Et heureusement, votre mère n'est pas du tout d'accord. Oui, j'ai eu énormément de chance. Moi-même, j'ai grandi en Lettonie et je sentais fortement cette influence. La communauté post-soviétique était très négative à l'égard des personnes qui étaient différentes, physiquement différentes. Et à travers l'amour que me portait ma mère, eh bien, je ne voulais pas accepter la situation. Pourquoi aurais-je dû accepter que qui que ce soit me dise que j'étais moins que quiconque d'autre? Heureusement, il y a la musique, le piano, le solfège. En 1999, après une quinzaine d'opérations, pour trouver les meilleurs chirurgiens, vos parents décident de quitter la Lettonie pour s'installer à Londres. Donc vous arrivez à Londres, mais là, au lycée, vous êtes maltraité. Et le pire de tout, en fait, c'est que les professeurs ferment les yeux. Oui, c'est vrai. Néanmoins, je me suis dit que les gens sont négatifs à votre égard car ils ont peur de quelque chose ou parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose. Donc finalement, ce n'était pas mon problème, c'était le leur. Alors vous quittez l'école à 14 ans et à ce moment-là, vous vous intéressez beaucoup à la mode, vous posez pour des magazines, vous fréquentez des clubs fétichistes, vous devenez tour à tour gothique, burlesque, cyberpunk, mais votre jambe continue à vous poser des problèmes. Et c'est là que vous décidez, Victoria, de vous faire amputer. Vous allez voir un chirurgien en lui disant « Écoutez, j'ai cette jambe, je voudrais qu'on me l'enlève. » Le premier chirurgien ne comprend pas. À ce moment-là, vous allez voir des spécialistes de fabrication de prothèses pour monter un dossier de façon à ce que les chirurgiens ne puissent pas vous refuser l'amputation. Il faudra 5 ans pour les convaincre et aussitôt après l'opération, quand vous enlevez les couvertures, vous êtes soulagé et vous dites « c'était comme si c'était Noël ». C'était un peu la morphine quand même, non? Maybe. Peut-être bien, peut-être bien. But, I think that the human body is overrated. Je pense que l'on donne beaucoup trop de valeur au corps humain. Donc pour moi, ça a été un véritable soulagement, en effet, parce que j'ai été en mesure de laisser tout cela derrière moi. Alors désormais, à partir de là, vous pouvez entamer votre marche vers la staritude et votre amputation va devenir votre force. En 2012, vous chantez la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Londres. Vous incarnez la Reine des Neiges
sur une musique de Coldplay. Et en décembre 2014, en collaboration avec la chaîne de télévision Channel 4, vous présentez la vidéo prototype. La prothèse en forme de pic noir, vous l'avez rêvée en fait, cette prothèse. En fait, j'essayais de réfléchir à une silhouette intéressante qui serait appropriée à mon corps. J'ai la liberté de pouvoir changer, de modifier la silhouette de mon corps. Et donc je pense que c'était quelque chose de très intéressant à envisager. Dans ce clip, vous parlez également de votre sexualité. On peut vous voir faire l'amour sans prothèse. Vous en parlez très librement. Vous trouvez qu'on n'ose pas parler en fait de la sexualité des gens handicapés et vous en parlez. En fait, il n'y a pas beaucoup d'objectivité lorsque l'on regarde des individus qui ont des corps différents. On a tendance à les traiter comme si c'est des personnes dépourvues d'identité sexuelle. Ce qui est extraordinaire avec vous, Victoria, c'est que le handicap, au départ, c'était de la honte, c'était du rejet. Ensuite, la société a essayé de faire accepter les handicapés, et on y arrive. Mais ce qui est génial avec vous, c'est que le handicap, c'est une fierté. Le défi le plus grand auquel je suis confrontée à l'heure actuelle, eh bien, c'est de faire en sorte que nous n'utilisions plus ce terme handicapé. Je pense qu'il n'est absolument plus approprié dans ces temps modernes. Quelqu'un assis à côté de moi qui peut-être est complètement sain de corps, mais qui ne contribue absolument pas à la société, qui peut-être ne vit pas une vie, qu'il ne fait rien, eh bien, je pense qu'il est bien plus handicapé que quelqu'un qui est amputé d'une jambe. En tout cas, c'est mon avis. Alors, pour conclure, une phrase de vous que j'adore. Plus tu vivras ta vie comme un film, plus elle sera excitante. Génial. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Jean-Mi, avec Victoria Modesta, avec Marc-Olivier Fogiel, avec M. Pokora, Gérard Philos, Jean Quatremer. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.